30, on n'avait pas le même contexte, notamment législatif. La chasse au trésor, c'est une vraie passion un peu partout dans l'océan Indien. Il y a des fouilles considérables qui ont été faites à Maurice, aux Seychelles. L'objectif de cet ouvrage, c'était ni plus ni moins que de récolter des fonds pour financer des fouilles. Donc effectivement, on peut se poser des questions quant à la légitimité de tout ce qui est exposé. Après, tout n'est pas fou, il a fait de très bonnes recherches historiques, il a allé chercher des textes, des archives, etc. Mais je pense qu'il y a certaines choses à prendre avec de très très grosses pincettes. Alors oui, Charles de Larancière, le livre est publié en 1934. Il est repris aux 2/3 dans notre ouvrage. C'est un peu de lui que vient la légende de la Buse, donc c'est bien de recourir à ce texte phare. Bon, moi je pense quand même que oui, il y a une part de, je dirais peut-être pas de canular, mais enfin, il a pas mal brodé sur la mort de la Buse. Et enfin, c'est de là que vient la légende. C'est fascinant, c'est pas si vieux que ça, parce que ça a moins d'un siècle. Et donc on peut se référer à ce texte assez étonnant de la part d'un homme très cultivé, très au fait des manuscrits, puisqu'il travaillait à la BNF, spécialiste de l'histoire de la marine. Bon, voilà, c'est intéressant, mais c'est aussi assez troublant, parce que plus on le lit, moins on comprend, donc plus on est dubitatif. J'aimerais savoir pourquoi attendre les autorisations administratives et ne pas être miracle et justement... C'est une très bonne question et je vais vous donner une réponse qui est toute simple. Mon papa m'a toujours dit que la véritable richesse, c'est pas d'accumuler des zéros sur ses comptes en banque. Tout simplement, mon but, c'est pas spécialement de sortir un trésor. Mon premier but, c'est de pouvoir redonner aux Réunionnais ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur histoire et leur patrimoine. Et ça, c'est possible malheureusement qu'en restant dans les camps, qu'en restant dans la loi. Mon objectif premier, c'est pas, je dis, de sortir un trésor, c'est que ce site-là aujourd'hui soit protégé, qu'il soit valorisé, que chacun puisse aller le visiter, en profiter. J'ai eu la chance de le visiter avec certaines personnes, je peux vous garantir que quand vous voyez tout ça, vous avez la chance de vivre des moments que vous ne direz jamais. Vous allez toucher des choses qui ont plusieurs siècles, vous allez vivre avec eux, vous allez vivre pirate, penser pirate, vous allez toucher, vous allez pouvoir toucher de vos propres doigts les traces qu'ils ont laissées. Ça, c'est quelque chose d'inestimable. Donc tout simplement, pourquoi ne pas aller chercher comme ça? Parce que je pense qu'il faut rester dans les cordes et faire les choses comme il se doit. Pour pouvoir en tirer le maximum, tout simplement. Et surtout que chacun puisse bénéficier de ce qui lui appartient, c'est-à-dire son patrimoine et son histoire. Si je me lançais à faire des fouilles sauvages, honnêtement, je pourrais le faire, mais je trouverais ça dommage. Je pense que c'est un privilège de pouvoir dire qu'on offre aux gens des choses qui ne s'achètent pas. Ça relève du conservatoire du littoral ou de la mairie? C'est inestimable pour qui? Quoi? Où est le respect de la culture créole? C'est inestimable pour qui? Pour quelques-uns passionnés? Mais pas pour l'État français. Je ne sais pas, il y a un problème. Non, très sincèrement, oui. Sur la façon dont les choses se sont passées, bien effectivement, je pense qu'il y a un problème que le site soit pas protégé. Mais il faut savoir que c'est très particulier. Quand on parle d'archéologie, les chasses au trésor, c'est des choses qui sont un petit peu incompatibles. Si vous voulez, les professionnels de l'archéologie sont un petit peu les chercheurs de trésors comme des hurluberlus, entre guillemets, des gens fort peu sérieux, qui sont soi-disant attirés par l'or, etc., etc., etc. Il y a une certaine dichotomie entre les deux. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, je pense très sincèrement que ce sont des choses qui font partie de la culture créole. Et que malheureusement, elles ont été un petit peu occultées ces derniers siècles, tout simplement parce que c'est pas, on va dire, ça fait pas partie de la plus belle image, on va dire, d'une image très policée qu'on peut donner, quoi. Bien évidemment, si on vous dit que un quart des habitants de Bourbon étaient des Forbans, on est très loin de la bonne société, du bon travailleur qui réussit en cultivant la terre, en travaillant durement. On parle de gens qui font fortune, qui réussissent leur vie par le vol, par la rapine. C'est pas, on va dire, ce qu'il y a de plus louable. Pourtant, c'est une réalité, ça a existé. Voilà. Ce qui est regrettable, c'est que ça a été un petit peu occulté ces dernières années. Je pense qu'il est temps un petit peu de remédier à ça. On a une histoire créole qui s'est beaucoup concentrée sur l'esclavagisme, le marronnage, et c'est malheureusement pas les seules facettes. La piraterie est une part importante de l'histoire réunionnaise, sans aucun doute. Je voulais savoir s'il y avait des trésors, de vrais trésors, qui ont été découverts à la Réunion, dont on aurait le détail, une étude, au moins une étude peut-être archéologique, officielle, mais même un état par rapport à des découvertes qui auraient été illégales. Alors, concernant les découvertes légales, je crois qu'à ma connaissance, il y a eu 5 trésors en tout découverts légalement. Il faudrait se renseigner un petit peu du côté de l'ADACOLI. Je pense qu'il doit y avoir tout ce qui est rapport concernant les vestiges qui concernent. Concernant les découvertes illégales, bien évidemment, en dresser un inventaire, ce serait un petit peu compliqué. Je pense sans aucun doute qu'il y en a eu, qu'il y a eu des sites qui sont pillés, il y a eu des découvertes qui sont faites, qu'il y a des légendes qui courent des légendes entre guillemets, qui courent dans le milieu des chercheurs de trésors, disant que les
Les trésors sortis sont renvoyés en Afrique du Sud, puisqu'ils contiennent souvent de l'or ou des pierreries, et qui sont donc revendus un petit peu au nord là-bas. Ils sont blanchis là-bas en quelque sorte pour avoir une origine légale des fonds après. Voilà. Mais il y a eu quelques découvertes, pas beaucoup, officielles, officieusement, c'est autre chose. J'ai dit qu'aurait trouvé un trésor contenant une centaine de pièces d'or, c'est déjà beaucoup, une centaine de pièces d'or. Et donc ça aurait été intéressant de savoir quelles pièces d'or. C'est dommage que ce soit cette information qui se perde aussi avec ça. Alors, je sais pas, ça c'est le fameux trésor de la Tour des Roches que Bibic aurait découvert donc, dans un mur, dans une marmite. Il aurait trouvé une petite centaine de pièces d'or. Ce serait probablement un trésor qui serait un petit butin personnel de pirate. Apparemment, il l'aurait trouvé notamment pas par hasard, grâce à des documents, des choses comme ça qui circulent dans les familles, etc. Concernant ce trésor, est-ce qu'il en est, je peux pas vous répondre. Il faut absolument là se renseigner du côté des autorités officielles. J'ai une info pour toi, Emmanuel, par rapport à ce que dit monsieur. Donc, les 100 pièces d'or qui ont été retrouvées ont été analysées. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de DAC, donc ça avait été concerné par le département, qui était en charge du patrimoine. Il y a 10 pièces qui ont été données à la mairie de Saint-Paul pour être exposées, quand on n'a plus de nouvelles. Et quand la DAC a été créée à La Réunion en 2010, enfin, le côté archéologie a été créé en 2010, la DAC ne s'est pas souciée de savoir ce qu'étaient devenues les pièces au département, et elles ont disparu du département. Ah ouais. Donc le patrimoine pirate à La Réunion n'est pas pris en considération, est plutôt spolié. Et je rejoins le monsieur Dufond qui disait tout à l'heure que c'est en fait un pan de l'histoire de La Réunion important, que l'État français ne cherche pas forcément à mettre en lumière, et je pense même qu'il essaie de le mettre sous cloche, de le conserver sous cloche, parce que ça peut très bien aussi réécrire l'histoire de La Réunion, et notamment post-population de La Réunion, puisqu'il y a peut-être des pirates qui sont arrivés avant la colonie française, avant 1635, et de fait, ça pourrait gêner un peu l'histoire officielle. Donc là-dedans, il y a aussi peut-être des histoires politiques. Ouais, il y a un petit indice quand même pour savoir à peu près l'importance que peut avoir l'État français sur les découvertes. Sur les 15 dernières années, quand on a les statistiques du ministère de la Culture, il y a seulement 7 sites qui ont été classés sites historiques. 7 sites, quoi ? 7 sites seulement ont été classés sites historiques sur les 15 dernières années sur l'île de la Réunion. Ça, c'est sans appel. Quand on sait qu'il y avait des tas de personnes en parlaient, les légendes sur les trésors trouvés, alors il y a beaucoup de blabla, mais bon, il y a quand même toujours une vérité absolue. On peut se poser des questions sur véritablement comment on peut tolérer ça. Le site dont on vous parle à l'heure actuelle, on a des marques, vous avez des officiels qui vous disent qu'une croix gravée dans un carré est une marque qui est faite par la nature. Je suis désolé, mais c'est malheureusement ce à quoi on est souvent confronté. Mais pourquoi à ce moment-là on ne donne pas l'autorisation de fouille ? Alors, alors ça c'est une bonne question. C'est toujours le problème de la France. On est un pays où on adore faire du papier. Il faut absolument remplir des tiroirs, user les stylos, les blancos et compagnie. Voilà, on a un pays de paperasse, c'est comme ça. Malheureusement, on peut pas changer le système. On est obligé de s'y conformer. Il n'y a pas trop le choix. Mis à part une prise de conscience, on va dire, publique et une décision préfectorale qui permettrait de donner l'autorisation, il n'y a pas trop de solutions. Il faut passer par, comme je vous disais, monter un projet de fouille archéologique, trouver des professionnels, archéologues, géologues, etc., trouver des budgets, passer en commission, être validé par la commission, et ensuite obtenir l'aval du préfet pour enfin pouvoir lancer des fouilles, etc., etc. Voilà, je vous laisse imaginer le tintamarre. Pourquoi dites-vous que le sigle BL signifie l'emplacement d'un trésor? Pourquoi ces deux lettres? Alors, ces deux lettres, en fait, elles sont notamment notées dans les lettres de Nagian Lestan. Nagian Lestan dit dans les lettres testamentaires qu'il a léguées à son neveu, et les figures cryptographiques donnent à ce point mon nom BN. Sous-entendu, sous le point BN, tu trouveras l'entrée du caveau. BN n'a aucune signification par ailleurs. Alors, BN peut avoir plusieurs significations. Il faut savoir que le fameux corsaire qui a arrêté Céleste s'appelait Bernardin Nagian Lestan. Enfin, qui a rédigé Céleste s'appelait Bernardin Nagian Lestan, et tout ça pourrait être BN pour Bernardin Nagian. Il y a aussi une autre explication sur BN. BN, en fait, B c'est la première lettre de butin, et N c'est la dernière lettre de butin, tout simplement. Voilà. Ça, c'est une explication qui est tout à fait plausible sur le choix de ces deux lettres pour. Est-ce qu'on peut accepter l'hypothèse que le HCR avait suffisamment de connaissances astronomiques pour faire le cryptage que vous avez remarqué? Et est-ce que ce n'est pas une assimilation post-découverte plutôt que la reconstruction de ce qu'il aurait pu faire finalement?
faut quand même savoir que ils avaient à l'époque beaucoup de connaissances. Mine de rien, c'était pas linéaire, loin de là. Les capitaines savaient lire, écrire, ils étaient habitués à utiliser beaucoup d'instruments. C'était de vrais marins, de vrais érudits. Certains ont fait des écoles, aspirant à la marine royale à Dunkerque notamment. Objectivement, il n'y a pas de faits qui prouvent qu'ils n'ont pas eu ces connaissances-là. C'est en rien impossible. C'est possible. C'est tout à fait possible. Après, est-ce qu'il les a vraiment? Après, c'est vrai que cette histoire de l'abus nageur-lestan, il y a un mystère entre les deux qui s'étale sur près d'un siècle. On ne sait pas vraiment. Comme je vous dis, la probabilité que le cryptogramme soit de l'abus, c'est quasiment nul. Et le cryptogramme, il est soit du fameux capitaine corsaire qui a légué les documents à Nagéon, soit de Nagéon lui-même. On n'a pas de réponse là-dessus. Il faudrait des recherches historiques pour le prouver. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y a aucune objection à ce que ce genre de savoir ait pu se transmettre. Surtout au niveau des étoiles. Voilà. Je pense que si on parlait de savoir, on va dire peut-être un peu plus compliqué, mais les étoiles, c'était quand même ce qui permettait aux pirates de naviguer. Donc pour un capitaine, c'est la référence, les étoiles. Voilà. Est-ce que vous avez des liens avec des archéologues qui seraient prêts à fouiller? Alors, j'ai quelques liens avec des archéologues qui seraient prêts à fouiller. Éventuellement, s'il y en a d'autres, je suis tout à fait ouvert. C'est vrai qu'il est délicat de monter un projet comme ça, bien évidemment. Quand il y a, on va dire, plus de monde, plus de soutien, c'est tout de suite un petit peu plus facile. Dès qu'il y a une mobilisation, c'est tout de suite plus aisé de lancer des projets, puisque ça a plus de poids. Donc, je veux dire des professionnels qui disent que les fouilles peuvent être entreprises. Parce que sur bien des sites, les services archéologiques se refusent à entreprendre quoi que ce soit parce que ce sont des sites qui ont été retournés, saccagés. Donc il n'est plus question d'avoir une étude scientifique. Tout à fait. Alors là, c'est un petit peu un cas particulier parce qu'on parle du site du Puy-Arab. On est sur un site, c'est une coulée de laves volcanique. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas de l'archéologie classique en sens où on ne va pas creuser pour avoir des strates de terre. Le travail archéologique là sur le site, ça se résume en quelque sorte à un relevé de surface puisque les gravures sont en surface. Donc que les cailloux étaient déplacés, ça n'empêche pas que les gravures sont toujours là, on peut retrouver toutes ces données. Et après, si on parle d'extraire un trésor, c'est-à-dire que c'est un sondage, c'est-à-dire déblayer l'entrée d'une caverne, tout simplement. Donc tant que c'est pas fait, il n'y a pas de raison que ce soit empêché. Autre réflexion, je crains un peu que ce soit un mythe, c'est de vouloir mettre la main sur un butin. Et je m'en réfère à Jean-Marie Gustave Leclésio, qui à Maurice a définitivement rayé l'espoir de trouver un trésor. Le trésor est mythique, mystique, spirituel. Je pense que vous avez tout à fait raison. Le vrai trésor, je pense que le vrai trésor, c'est surtout la recherche. Quand on parle d'un trésor, on va dire matériel, moi j'ai coutume de dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pour la beauté du geste. Le vrai trésor, c'est le patrimoine, c'est les traces qui mènent. Enfin, voilà. C'est un côté mythique, oui, bien évidemment. Après, est-ce que c'est réalisable? Je pense pas, puisque ce sont des choses qui existent. Donc, voilà, il faut rêver, il faut croire que c'est réel. Est-ce qu'il a pu être fondu parmi tous les trésors? Ils ont pu être découverts, ils ont pu être emportés, mais je pense qu'on peut, à défaut de trésor, trouver la cachette du trésor. Et ça c'est un patrimoine évidemment inestimable. Les roches gravées, souvent, sont abîmées ou sont volées. Mais si on trouve des cavernes qui pourraient être exploitables, je crois, d'un point de vue historique et touristique, ça serait quand même tout à fait extraordinaire. Là, quand je vous dis ça, je ne m'avance pas trop, c'est plausible, c'est faisable. Par contre, la caverne avec le coffre qui déborde de diamants, bon, voilà. Excusez-moi, mais la buse n'a pas été interrogée. On n'a pas les traces justement, les traces du procès ont disparu. On n'a que la fin, quoi. On n'a pas les traces. Alors pourquoi là piratage de l'histoire. Il reste le fantasme et le rêve. Oui. Ce qui est intéressant aussi, est-ce qu'il y a d'autres trésors qui ont été découverts soit sur l'océan Indien, dans les Caraïbes, où il y avait tout ce procédé pour masquer cette espèce de jeu de piste? Est-ce que c'est des procédés qui sont récurrents, ou c'est seulement pour le trésor d'Abus que vous avez fait cette démarche-là, ou est-ce que c'est une démarche qu'on retrouve dans d'autres langues et puis, Alors c'est une démarche qui n'est pas unique, bien évidemment. Ce site du Puy-Arab, c'est, on va dire, en quelque sorte un site mère. Il y a d'autres sites dans l'océan Indien, comme le dit Nagéon dans ses lettres.
Il reste 4 trésors à retrouver de cette manière. Je sais que dans l'océan Indien, il existe des sites analogues à celui-là, notamment à Rodrigue, île Maurice, Seychelles. Dans les Caraïbes, bien évidemment, il y a eu aussi des trésors enfouis. Les pirates étaient des gens de mer, très en contact avec la nature, une nature souvent violente, souvent changeante, qui faisait de gros dégâts sur le littoral. Le fait de faire des marques gravées ou des choses de cryptage comme ça, de la triangulation, etc., oui, ça existe et c'est un moyen certain pour retrouver les trésors et ça existe à plusieurs endroits de l'île déjà notamment. C'est une méthode, c'est quelque chose qui est avéré, bien évidemment. Voilà, quand on lit parfois des histoires de gens qui disent j'ai trouvé un trésor sous une montagne en tête de cheval, etc., etc. Bon, avec l'érosion 200 ans plus tard, on se doute bien que la montagne, il y a 2 siècles de ça, elle n'avait pas cette tête-là. Mais des histoires de marques gravées, de repères comme ça, oui, ça c'est courant, c'est tout à fait logique. Les gens ne sont pas intéressés à retrouver leurs ancêtres, puisqu'il y en a tant ici qui descendent des pirates, ils ne sont pas intéressés ou ils ont honte ou quoi? Si, je pense, il y a sûrement des descendants de pirates dans la salle, qui pourraient en parler. Et à ce titre-là, il y a le fameux texte d'Efforges-Boucher, Mousse devenu gouverneur de l'île de la Réunion en 1723 jusqu'en 1725, et qui a publié son fameux mémoire sur les habitants de Bourbon, dans lesquels il précise à chaque fois, parce que c'est assez méchant parfois comme texte, assez mesquin, il précise à chaque fois Forban, quand c'est le cas. Donc un tel, marié avec un tel, a tant d'esclaves, fait tel métier, descend de tel navire. Donc là, effectivement, on en parlait avec Emmanuel, il y aura un travail à faire pour essayer de reconstituer certains équipages en fait. Il me semble que le service généalogique de la Réunion travaille énormément. Oui, bien sûr. Le cercle généalogique de Bourbon, donc dirigé par Marcel Gauthier, travaille dessus. Il y a un bel article de Jacques Gasser là-dessus, vous pouvez trouver sur le net. Il y a des choses. Bon, là, on est sur des matériaux assez arides, assez scientifiques, mais il n'y a pas de souci, ça se trouve, c'est un super boulot. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci encore à la médiathèque de Saint-Pierre pour l'accueil. Merci à vous. Vous pouvez retrouver l'ouvrage Pirates de l'océan Indien ainsi que le roman Mon trésor à qui saura le prendre d'Emmanuel Mézineau. Bonne soirée.